Heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Voici les titres. Des inondations et glissements de terrain ont causé des pertes en vies humaines et des disparus la semaine dernière en Corée du Sud. Les météorologues alertent sur de probables pluies cette semaine alors que les secours continuent leurs recherches. L'Espagne fait face au manque d'eau. Le gouvernement doit mettre en place des stratégies pour lutter contre la sécheresse qui frappe ce pays. Les détails dans ce journal. Et puis allons au Kenya où certains agriculteurs font la culture de légumes malgré les pénuries d'eau afin d'assurer une autonomie alimentaire à la population. C'était tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. La Corée du Sud a connu en fin de semaine dernière des inondations et glissements de terrain. Ces catastrophes naturelles ont causé la mort de plus d'une vingtaine de personnes et plusieurs disparus. Les secours continuent les recherches, mais les alertes sur de probables pluies cette semaine sont émises par les météorologues. Plus de détails sur cette situation avec Vivace Amana. Les eaux de pluie ont submergé en 3 jours plusieurs régions de la Corée du Sud. Alors que la mousson s'installe sur ce pays de l'Asie de l'Est, une alerte au débordement d'un barrage a été émise par les autorités locales. Des milliers d'habitants ont dû être évacués de leur domicile pour éviter des pertes en vies humaines. Mais cela n'a pas suffi car au moins 22 personnes sont décédées et 14 sont portées disparues à la suite des pluies diluviennes de fin de la semaine dernière. D'après le ministère sud-coréen de l'Intérieur, les victimes ont pour la plupart été englouties lors de glissements de terrain ou ont chuté dans une retenue d'eau inondée. Ces victimes sont recensées dans la province de Gyeongsang, au nord où de gigantesques glissements de terrain en zone montagneuse ont englouti des maisons habitées. Les personnes portées disparues ont été emportées dans les débordements d'une rivière dans cette région selon le ministère. La région de Gyeongsang, au centre du pays des matins calmes, est également très touchée par les inondations. Plus de 6400 habitants ont été évacués tôt le samedi pour éviter d'être submergés par le débordement du barrage Gyeongsang. Les inondations ont frappé le pays avec une rapidité telle que la population n'a pas eu le temps d'évacuer dans certaines régions. Les secours continuent à chercher les disparus même si les niveaux d'eau restent élevés. Les transports sont également perturbés à cause de ces catastrophes naturelles. Certaines voies sont fermées, mais les trains à grande vitesse restent opérationnels avec des ajustements d'horaire. Les institutions chargées de la météorologie en Corée du Sud ont émis des avis de vigilance alors que de nouvelles pluies doivent survenir au cours de cette semaine. Voyant les conditions météo encore instables et dangereuses, le premier ministre sud-coréen Han Dong-so a demandé au ministère de la Défense de son pays d'aider les secouristes. Une étude a prouvé que la séquestration du dioxyde de carbone CO2 contribuerait à réduire les émissions du gaz à effet de serre ainsi que les effets du changement climatique. C'est-à-dire que l'importance des arbres dans la régulation du climat n'est plus à négliger. Plus de précisions dans le commentaire qui suit. Tout arbre a la capacité d'absorber le dioxyde de carbone CO2 et de rejeter l'oxygène dans l'atmosphère. Ce faisant, il contribue à réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère, un gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique. Selon Pikur Mawala, professeur titulaire plantes, écosystèmes et paysages à l'université de Lomé, toute plante qui fait la photosynthèse a cette capacité, mais la capacité de séquestration du CO2 varie d'une espèce à une autre et selon les conditions écologiques. En effet, les forêts tropicales absorbent un chiffre étonnant de 4,8 milliards de tonnes de CO2 de l'atmosphère par an, y compris un puits de carbone en Afrique qui séquestre 1,2 milliard de tonnes de CO2 de l'atmosphère par an. Les formations végétales accumulent la biomasse ligneuse suivant sa composition floristique et sa structure. Par conséquent, les perturbations écologiques d'ordre anthropique impactent négativement sur la structure des formations ligneuses et sur leur potentiel de séquestration du carbone.
Il est indispensable de promouvoir la pratique agroforestière, pratiquer le reboisement afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et produire des données pour faciliter l'accès du Togo au marché carbone. Au Togo, les formations végétales connaissent aussi une dégradation poussée de leurs composantes ligneuses qui constituent la source d'approvisionnement en bois énergie, en bois de service et en bois d'œuvre pour les populations locales. En Espagne, la sécheresse suscite la pénurie d'eau. Pour lutter contre ce phénomène, plusieurs défis sont à relever par ce pays. Faisons le point avec Rafitou Berikou. En Espagne, le problème d'eau lié à la sécheresse n'est pas une nouveauté. Le pays s'est même érigé en modèle d'adaptation face aux pluies irrégulières grâce à ses transferts d'eau entre bassins hydrauliques et à ses nombreux réservoirs construits pour sécuriser le secteur agricole, pilier de l'économie espagnole qui absorbe plus de 80% des ressources hydriques du pays. Néanmoins, 4 grands défis restent à relever pour le pays. D'abord, le conflit de l'eau entre l'Espagne et le Portugal suite à la construction du barrage d'Almendra qui empêche les eaux du fleuve Douro d'irriguer vers les terres agricoles du Portugal. Ensuite, l'Espagne fait face à un fléau grandissant des pluies illégaux qui se comptent par millions dans le pays et qui sont dénoncés par Greenpeace. Enfin, le projet de la multinationale Meta de Mark Zuckerberg de construire le data center destiné à développer l'intelligence artificielle fait polémique car ce chantier doit utiliser 600 millions de litres d'eau par an. Ceci aggraverait la pénurie d'eau en ces temps de grande sécheresse. Par ailleurs, l'affluence des touristes oblige les hôtels espagnols, surtout en région de Catalogne, à utiliser beaucoup d'eau. Face à ces 4 problèmes majeurs, l'Espagne se trouve entre l'enclume et le marteau. Le pays doit l'équilibriste pour gérer à la fois le chantier de développement économique et les problèmes d'eau qu'il pose dans un contexte de manque d'eau aggravé par la sécheresse. Fini la neutralité carbone. Plusieurs entreprises, à l'instar de EasyJet, Gucci ou encore Nest, renoncent à cette allégation. Alors que les recours se multiplient à leur encontre pour greenwashing et pratiques commerciales trompeuses, les entreprises se détournent peu à peu de la très critique compensation carbone, seul moyen d'atteindre aujourd'hui la neutralité. Alessandra Adécambi pour plus de précision. Un vent nouveau semble souffler sur les engagements climatiques des entreprises. Le groupe Nestlé vient d'annoncer qu'il renonçait à la compensation carbone comme moyen d'atteindre la neutralité carbone. Cette pratique permet à des entreprises d'équilibrer leur bilan carbone en finançant des projets bons pour le climat, comme la plantation d'arbres ou la production d'énergie renouvelable. Ces projets génèrent des crédits carbone que les grandes entreprises comme Nestlé peuvent acheter afin de compenser leurs émissions et ainsi atteindre la neutralité carbone sans réellement avoir entrepris de démarches de réduction. Le plus grand groupe alimentaire mondial visait ainsi la neutralité carbone pour ses barres de chocolat Kit Kat ou encore le Perrier d'ici 2025, mais cela passait majoritairement par la compensation carbone. Ce n'est pas la première fois qu'une entreprise fait marche arrière sur ses promesses de neutralité carbone. Avant elle, la marque de luxe Gucci avait aussi décidé de renoncer à la compensation, seul moyen de parvenir aujourd'hui à la neutralité carbone. EasyJet, régulièrement pointé du doigt, a mis fin à la compensation carbone pour ses vols en 2022, préférant se concentrer sur une baisse de 78% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 grâce à des investissements dans les avions plus efficaces, les carburants durables et des technologies pour optimiser la descente de ces avions. La deuxième édition du Camp Climat Jeune Afrique se tiendra du 2 au 7 août prochain dans la préfecture de Vaud. Cette rencontre rentre dans le cadre de la sensibilisation et de la formation des jeunes africains et ressortissants des pays membres de l'UEMOA et CIMAC sur les questions liées au changement climatique. C'est une initiative de volontaires internationaux pour la vie associative et sociale, les fermiers du monde Afrique et la solidarité, emploi, formation, création, entreprise internationale. Plus de détails dans ce commentaire de Alessandra Adécambi.
Vie naturelle et vie solidaire est le thème retenu pour cette deuxième édition du Camp Climat Jeune Afrique. Il a pour but de créer un cadre inclusif de discussion et d'action en mettant en commun les idées de chaque jeune, en leur fournissant les connaissances et outils nécessaires pour leur permettre de concrétiser les projets novateurs pour relever le défi climatique. Les jeunes Africains attendus à cette édition élaboreront pendant le camp une feuille de route pour mettre en œuvre des projets dans leurs différentes communautés en tenant compte de leurs capacités, des ressources disponibles, des conditions sociologiques et climatiques de chaque milieu. La lutte contre les changements climatiques est une préoccupation majeure pour toutes les nations et en particulier les plus vulnérables. Les jeunes décideurs de demain doivent prendre conscience et connaissance des objectifs du développement durable et participer activement à sa mise en œuvre. Dans ce contexte, l'ONG Vivasfem et l'ONG ACEFS International, en partenariat avec la mairie Vaud-3 et d'autres associations, s'engagent à l'organisation de la deuxième édition du Camp Climat Jeune Afrique. Au Kenya, plus précisément à Nairobi, certains agriculteurs ont eu l'ingénieuse idée de cultiver les légumes dans les fermes malgré le manque d'eau. Cette initiative permet d'assurer la sécurité alimentaire en fournissant des aliments plus sains et moins chers à la population. Plus de compréhension dans le commentaire qui suit. Dans certains quartiers de Nairobi au Kenya, l'eau est rare et le ramassage des ordures n'est pas fréquent, ce qui n'est pas favorable dans les activités agricoles. Néanmoins, certains agriculteurs ont décidé de cultiver des légumes. C'est le cas de David Omari qui habite à Kibera, au sud de la capitale, qui est réputé pour être l'un des bidonvilles les plus grands d'Afrique. Il utilise des méthodes assez originales. Nous utilisons donc des déchets, c'est-à-dire des produits comme des pots de yaourt. Nous utilisons aussi la pierre ponce, qui provient du sol ou de la roche volcanique de Mai Mahiu. Celle-ci n'a pas d'impureté. Elle est donc claire et facilite le travail, parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes qui peuvent pousser. L'utilisation des méthodes hydroponiques aide les agriculteurs de Kibera à maximiser l'espace pour obtenir une récolte abondante. Selon les experts, ces fermes urbaines assurent la sécurité alimentaire des habitants du quartier et réduisent les coûts de transport, ce qui rend la nourriture plus abordable. L'agriculture urbaine est très importante pour les personnes vivant dans les quartiers défavorisés, étant donné que ces quartiers sont considérés comme des décharges par les personnes qui habitent à proximité. Nous pensons qu'il est également très important pour les communautés de savoir d'où vient leur nourriture. Les produits cultivés dans les fermes urbaines de cette région sont moins chers que ceux importés. Ces secteurs informels ne disposent pas d'un système de ramassage des ordures efficace. Ainsi, le sol, en tant que moyen de production, devient pollué et nous évitons cette pollution et ce risque de pollution pour les produits issus des exploitations agricoles. C'est pourquoi les agriculteurs peuvent envisager d'utiliser des milieux sans sol. Outre la sécurité alimentaire, cette initiative permet de faire face à la croissance démographique ainsi qu'au changement climatique. Les militants de Greenpeace dénoncent l'élevage industriel des algues vertes en France. Pour marquer le coup, ils ont déposé un gros tas d'algues devant la préfecture de Quimper en Bretagne. Les explications dans ce commentaire de Rafitou Bérekou. Le lundi 10 juillet, un tas d'algues vertes a été déposé devant la préfecture de Quimper en Bretagne. C'est une action menée par les militants de Greenpeace. Cette action militante revendiquée par Greenpeace consiste à mettre la pression sur l'État et signaler les extensions accordées aux grosses exploitations agricoles. Bretagne polluée, État coupable. C'est le slogan utilisé par ces militants pour dénoncer le scandale des algues vertes, un véritable fléau pour la Bretagne. Nous sommes ici pour dénoncer ce modèle d'élevage industriel qui, face à la crise environnementale et climatique, nous mène droit dans le mur et dont nous voulons plus ni ici ni ailleurs. A souligné Sandy Alivar Calvo, chargé de campagne agriculture à Greenpeace dans un communiqué.
À cet effet, l'État est appelé à prendre ses responsabilités et à mettre en branle la sortie de l'élevage industriel en instaurant un délai sur tous les nouveaux projets de création ou d'extension des fermes-usines en France. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Green TV International pour la suite de nos programmes.